Bonjour à tous et merci pour votre fidélité. Bienvenue pour ce nouveau numéro des clubs des municipales, à 5 semaines quasiment du premier tour pour ces élections. Émission réalisée, vous le savez maintenant, toujours en partenariat avec nos amis de la presse quotidienne régionale et France Bleu. Au menu aujourd'hui, eh bien, nous allons aller à Grenoble, dans l'Isère, terre de gauche, où vous allez le voir, les divisions à gauche comme à droite sont bien présentes. Vous verrez notamment notre reportage et puis notre thématique de la semaine. Nous allons parler sécurité, ou plus exactement de la vidéosurveillance, l'installation des caméras dans les rues. Est-ce que cela suscite encore, je dirais, des débats, de la polémique dans cette campagne électorale? C'est ce que nous essaierons de savoir aujourd'hui avec nos confrères, avec moi en tout cas sur ce plateau, et je les remercie. Ève Moulinier, vous êtes journaliste au Dauphiné Libéré, merci d'être là. Nicolas Crozel, journaliste à France Bleu Isère. Et puis nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Joanneau, journaliste à la Gazette des Communes, spécialiste justement des questions de sécurité. Également, vous présentez également un site qui s'appelle Club Prévention et Sécurité, qui dépend de la Gazette des Communes. J'ajoute enfin que, comme d'habitude, vous pouvez commenter et recommenter cette émission avec le hashtag le CDM. D'abord donc, direction Grenoble, 160 000 habitants. Le maire socialiste Michel Destot ne se représente pas et la liste socialiste est nettement concurrencée à gauche, vous allez le voir, mais ce n'est pas très facile non plus à droite. Reportage à Grenoble, Jérôme Bonnard et Lélia Chou. Il ne se déplace qu'en vélo. Il passe son temps à la rencontre des Grenoblois. Ici, dans un quartier populaire, c'est l'heure du porte-à-porte. Bonjour madame, je vous présente Éric Piolle, qui est peut-être le futur maire. Et il y croit, ce jeune quadra qui rassemble les déçus de la gauche classique. Une alliance entre écologistes, partis de gauche et des associations citoyennes pour faire tomber la gauche, en place depuis 18 ans. Beaucoup trop long. Nous marquons clairement que nous avons un adversaire, c'est la droite, et un concurrent, c'est la liste socialiste. Mais je pense qu'ils ont cette culture du propriétaire. Et je pense que c'est ça aussi qui détourne les habitants. Ils n'ont pas envie d'avoir des politiciens de carrière qui gèrent l'action publique. Gauche contre gauche, mais voilà, la cité alpine, c'est le bastion des socialistes. Près de 65% des votes pour François Hollande en 2012. Et c'est bien sur ce point que compte s'appuyer le concurrent malgré lui d'Éric Piolle. Alors pas question de polémique. Je ne rentre pas dans ces débats-là qui, en plus, je suis désolé de vous le redire, n'intéressent pas les Grenoblois. Ce qu'ils veulent savoir, c'est ce que nous faisons pour leur environnement quotidien, leur cadre de vie, pour l'éducation, pour la sécurité. Jérôme Safar préfère donc limiter l'impact de cette mouvance citoyenne. Il n'en reste pas moins inquiet sur les conséquences. Pour lui, les Verts se trompent d'adversaire. Aujourd'hui, les écologistes et le parti de gauche et la mouvance qui est autour, très radicale, pas du tout des gens ouverts et sympathiques comme on aimerait le faire croire, n'ont qu'un objectif, c'est taper en permanence sur le gouvernement, c'est taper en permanence sur le Parti socialiste, en oubliant quand même que le véritable adversaire numéro 1, après l'abstention d'ailleurs, c'est la droite et l'extrême droite. La droite, justement, déchirée après une guerre fratricide entre opposants et nostalgique de l'ancien maire Alain Carignon. Elle a fini par trouver un leader. Et même le sourire. Salut Rémi, ça va bien? Et toi? Ouais, très très bien. Tout se passe bien? Mais de mieux en mieux. Alors le filloniste Mathieu Chamoussi n'hésite pas à en rajouter une couche lorsqu'on aborde la question de la gauche à Grenoble. Aujourd'hui, la division, elle est à gauche, ça c'est certain. Ils ne sont d'accord sur rien, qui n'ont rien de commun sur le plan des idées. Rien de commun, sauf sur une chose. Encore une fois, ils veulent se partager le pouvoir. Comme en 2008, on peut donc s'attendre à une nouvelle triangulaire au second tour à Grenoble. Mais pour l'heure, nul ne sait si cette tension à gauche pourrait servir une autre candidature. Silencieuse actuellement, celle de Mireille Dornano au Front National. Voilà, alors Ève Moulinier, là, on vient de voir ce reportage. À gauche, c'est quand même très. On va parler de la droite tout à l'heure, c'est tendu, hein, on vient d'entendre ses propos. C'est tendu, simple, hein. Et c'est une question un petit peu à la mode. Est-ce que le Parti socialiste en place depuis 19 ans à Grenoble va se faire déborder par la gauche de la gauche? C'est une question vraiment qui est posée. C'est une question qui se pose et j'imagine que l'équipe socialiste est inquiète quand même de ce fait-là. Comment la gauche en est arrivée là? Je veux dire qu'il y a des différentes personnes, il y a des différences sur les programmes politiques. Il y a une opposition entre la gauche et les Verts depuis longtemps. Les Verts sont prêts depuis longtemps à prendre la ville. L'une des
l'un des postulats de départ des Verts, c'était justement d'être au premier tour devant le PS. Et la liste d'Éric Piolle, de l'écologiste Éric Piolle, a été construite justement pour ça. C'est-à-dire qu'il a pris des historiques écologistes, il a pris des membres de LV qui font toujours des bons scores à Grenoble, il a pris également un réseau citoyen, parce qu'à Grenoble, ça marche beaucoup, les collectifs. C'est une tradition, hein, Grenoble, effectivement, l'association de citoyens. Voilà, ça marche, c'est porteur. Et il a pris le PG, donc le parti de gauche, parce que l'un des enjeux, c'est de récupérer les voix de Mélenchon, la présidentielle. Mélenchon avait fait 10 000 voix à Grenoble. Donc tout est fait, en fait, pour capter un électorat bien à gauche à Grenoble. Alors, Nicolas Crozel, les Grenoblois eux-mêmes, est-ce qu'ils s'y retrouvent? Par exemple, on va parler d'abord de la gauche. Est-ce que sur les programmes, est-ce qu'il y a des différences très nettes? Oui, il y a des approches vraiment importantes? Il y a des différences très nettes et des approches et même une culture politique différente qui remonte à déjà 10, 15, 20 ans. Il y a eu des affrontements très forts. Il faut se souvenir quand même qu'entre 1995 et 2008, les socialistes et les écologistes ont géré ensemble la ville. Mais quand les écologistes n'étaient pas d'accord avec ce que la majorité socialiste, puisqu'il y avait plus de socialistes que d'écologistes, quand les écologistes n'étaient pas d'accord, ils allaient au tribunal administratif pour contester devant la justice des délibérations votées en conseil municipal. Donc il y a un passé et un passif. Le passé est là et le passif est là. Sur la construction d'un stade, sur la construction éventuellement d'un contournement routier autour de Grenoble sous une montagne, c'est abandonné, certes, mais enfin, il y a un passif lourd. Et il y a des cultures politiques différentes. C'est-à-dire que les écologistes ne sont pas des grands partisans de l'économie mixte, c'est-à-dire financement public sur des projets privés, toute la filière nanotechnologie, high-tech qui est très forte à Grenoble. C'est une ville d'ingénieurs, une ville de recherche. Là, ils freinent des cas de fer. Sur la sécurité, et on en parlera tout à l'heure, il y a aussi des différences. Ils sont contre la vidéosurveillance, ils sont contre l'armement de la police municipale. Et à l'inverse, vous avez une culture peut-être plus gestionnaire des socialistes, social-démocrate, hein, la culture de Jérôme Safar, l'héritier de Michel Destau. On est dans la social-démocratie, hein, on n'est pas tout à fait proche de l'aile gauche du Parti socialiste. Oui, donc, Michel Destau était un proche de Dominique Strauss-Kahn, par exemple. Hein, on peut le rappeler. Hervé Joanneau, avec un peu de, je dirais, de recul et de hauteur, quand se présentent comme ça dans des villes importantes, des listes, on va dire, alternatives, que ce soit à gauche, à droite, centre, enfin, est-ce que ça, c'est quelque chose quand même qui retient un peu l'attention, vous avez l'impression, des électeurs? Parce que là, ça va au-delà de la bataille classique droite-gauche, effectivement. Est-ce que quand il y a une approche comme ça, un peu plus citoyenne, entre guillemets? Ah oui, absolument. Enfin, moi, je vois sur les questions de sécurité, précisément, vous l'avez évoqué, c'est quand même très clivant entre un parti socialiste à l'échelle de toutes les villes, hein, finalement, qui a beaucoup évolué sur les questions de sécurité locale, police municipale, qui assume, des polices municipales parfois armées, une vidéosurveillance très développée. On le voit notamment à Strasbourg, on le voit à Lyon. Ce sont des villes qui sont extrêmement, j'allais dire, équipées. Hein. Voilà. Et puis, des partis de gauche comme les Verts, les écologistes, qui, en effet, sont il n'y a pas eu de révolution culturelle. Voilà, donc là, on voit qu'il y a des différences. Notamment sur la police municipale, c'est clair et net. Et sur la vidéosurveillance, il y a un refus de principe, un on va refus en parler effectivement idéologique. tout à l'heure. Je reviens vers vous, Ève. Alors, à droite, c'est là où on a donc vu le candidat. Alain Carignon, il faut le rappeler, est en position éligible. Il est sur la liste. Bon, comment ça se passe de ce côté-là? Il y a une semaine, François Fillon était à Grenoble et nous a dit à droite, à Grenoble, c'est toujours très compliqué. Et effectivement, c'est compliqué. On pourrait écrire une encyclopédie sur les querelles internes à droite, à Grenoble. En fait, la droite à Grenoble a autant d'ennemis à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il faut rappeler qu'Alain Carignon a été maire jusqu'en... Il a été maire de 83 à 95. Voilà. Oui. Et alors, il a encore une influence. Il veut revenir au premier plan. Il a encore une influence. Certains pourraient dire qu'il a envie d'une revanche. Moi, je pense qu'il a plus envie que d'être à nouveau présent. Il est attaché à Grenoble. Il a beaucoup de partisans. Et il y a, je pense, un mythe autour de lui. C'est-à-dire qu'il n'a même plus besoin de faire grand-chose tellement... il est là, il est présent, il est toujours présent. Enfin, visiblement, ça a été très difficile de faire cette liste, hein, Nicolas. Oui, mythe et rejet en même temps dans la population. C'est très compliqué. La liste a été, effectivement, ça a été un feuilleton parce que l'UMP, il devait y avoir des primaires, elles ont capoté pour différentes raisons et
peut penser quand même que les amis d'Alain Carignon n'ont pas tout fait pour que ce processus aille jusqu'au bout. Ensuite, il y a eu la place d'Alain Carignon sur la liste. Il voulait la 3e. Chamussi lui proposait la 15e. Finalement, avec Fillon qui soutient Chamussi et Copé qui soutient Carignon, le compromis, c'est la 9e place. Mais on voit que tout ça est très très tendu. Mais il faut voir qu'Alain Carignon a déjà tenté une fois un retour politique aux législatives de 2007. Ça a été un échec cuisant pour lui. Il revient. Moi, je pense qu'il a quand même envie de laver son honneur par les urnes. Parce que vous disiez tout à l'heure, il a été maire de 83 en 95. Il a fini son mandat en prison quand même. C'est pas tous les maires, ça arrive pas toujours. Donc, il était aussi ancien ministre, hein, voilà. Donc il a une notoriété. Alors, il a une notoriété, il a purgé sa peine, il a tout à fait le droit de revenir en politique. Reste à savoir si ses ambitions sont réellement de servir sa ville ou d'être animé par un esprit de revanche et de vengeance. Et le passé et les querelles et la manière dont ça se passe en interne, c'est la haine. Hein. Sur cette liste, il y a des gens qui se détestent, vraiment. Ah oui. Richard Cazenave, numéro 3, ancien député, déteste Alain Carignon, numéro 9, parce que les deux se sont disputés. On a senti dans les propos. Bon, alors, comment les Grenoblois regardent tout ça? Est-ce qu'ils sont intéressés par ces enjeux de pouvoir, ces querelles de personnes? C'est quoi les préoccupations des Grenoblois pendant cette campagne? Je pense que c'est quoi les sujets de préoccupation? Ouais, les querelles de la droite à Grenoble n'a pas été un sujet très débattu à Grenoble. Ça intéresse les journalistes, ça intéresse les journalistes et les militants. Ceux qui vont voter, alors qu'est-ce qu'ils pensent? Je pense que les Grenoblois, comme le reste des Français, sont intéressés par l'emploi. Les questions économiques et sociales qu'on retrouve partout. C'est pour ça que dans tous les programmes des candidats, il y a l'attractivité de la ville, faire revenir les entreprises à Grenoble, sachant que quand même Grenoble a un taux de chômage moindre par rapport au reste de la France. Oui, ça reste une ville plutôt dynamique. Plutôt dynamique. Ça, absolument. Hein? Oui, mais l'emploi reste quand même là. Après, je pense des questions de propreté de la ville. On a eu des gros travaux qui ont assez endommagé la propreté de la ville. Et puis la sécurité. La sécurité parce qu'on a eu aussi des faits divers retentissants à Grenoble. Je rappelle que ces 6 dernières années, on a eu 2 gros faits divers qui ont fait venir 2 présidents de la République en urgence sur Grenoble. Ouais. Voilà. Et ça c'est un thème, je dirais, d'affrontement entre la droite et la gauche. Sur la sécurité, oui. D'abord, la ville, et vous le disiez dans votre reportage, c'est une terre socialiste et il y a énormément, c'est une ville de gauche. Elle a été meurtrie en partie, en tout cas beaucoup de gens sont sentis agressés par le discours de Nicolas Sarkozy, ce qui est devenu le célèbre discours de Grenoble dans la foulée des émeutes du quartier de la Villeneuve à l'été 2009. Donc là, il y a quand même quelque chose, l'image de la ville. Et en même temps, il y a aussi des gens qui vivent dans les quartiers un enfer au quotidien. Il ne faut pas non plus croire qu'il ne faut pas tomber dans l'angélisme. Donc ces questions de sécurité, de délinquance, il y a des armes lourdes, il y a du trafic de drogue dans les quartiers. On a vu des drames, Ève parlait de faits divers, on a le souvenir aussi d'attaques à main armée dans des commerces en plein centre-ville, d'un jeune lynché à la sortie du tramway, lynché quasiment à mort, enfin il s'en est sorti mais avec de graves blessures, simplement parce qu'il avait refusé une cigarette. On voit des choses des fois qui sont très dures. On pourrait penser que ce qui se passe là, de ce point de vue-là, ça pourrait aider par exemple la candidate du Front National, non? Ah évidemment, tout son programme est construit, Madame Dornano, tout son programme est construit sur la sécurité. Elle met le gros package sur la sécurité avec l'armement de la police municipale qui n'est pas encore armée actuellement à Grenoble et sur les caméras de surveillance. Sur l'armement de la police municipale, ça fait presque consensus, sauf pour les écologistes, parce que la gauche a promis d'armer la nuit. Donc la majorité sortante, dans certains quartiers, mais enfin, c'est plus un tabou, pour rebondir sur ce que disait Hervé tout à l'heure, c'est plus un tabou. Un socialiste qui dit on va armer la police municipale, certes la nuit et que dans certains quartiers. L'UMP va mettre ça à son programme et effectivement le Front National, sans surprise, le promet aussi. Oui, Hervé, vous vouliez dire un mot? Oui, il faut rappeler, on le disait tout à l'heure, il y a ce discours de Grenoble qui a été un discours très musclé, Nicolas Sarkozy en 2010, et qui visait les villes qui ne voulaient pas ou peu développer les outils de lutte contre l'insécurité, notamment les villes de gauche, et notamment Grenoble, qui était finalement une ville qui n'avait pas beaucoup d'équipements en vidéo à cette époque-là, et qui depuis s'est emparée de ce sujet, a développé un vrai dispositif de vidéosurveillance, de police municipale, également de médiation. Il y a ce qu'on appelle ces correspondants de nuit à Grenoble. Voilà, c'est très à la mode ça dans les villes, ça marche bien. On crée du lien dans les quartiers. Une vraie panoplie. Sécurité à l'image des villes, de toutes les villes de France et notamment des villes de gauche qui ont évolué par rapport à ces questions-là. Nicolas, je reviens un petit peu à la politique. On ne va pas faire de pronostics évidemment ici, mais vous attendez à 2, 3, 4 listes pour le deuxième tour. Tout est possible. Donc il y a un vrai suspense quand même. Il y a un vrai suspense. Moi, je tempérerais. Alors,
c'est un pronostic, je me mouille un peu, mais je tempérerais peut-être la véritable menace à la gauche des socialistes. Je pense que les écologistes ont certes un poids politique important avec leur vaste rassemblement. Je serais surpris quand même de les voir passer devant. Mais bon, devant les socialistes. Est-ce qu'ils peuvent se rassembler avec les socialistes entre les deux tours? Moi, je pense que c'est évidemment pas la priorité du moment, c'est évidemment pas ce qu'ils vont vous dire maintenant, mais je pense que ça n'est pas tabou. C'est-à-dire que autant il y a 6 ans, la dernière fois, c'était impossible. Ils sortaient d'une majorité où ils avaient géré ensemble, mais avec donc des recours en justice et puis des dossiers très clivants. Ils ne se supportaient plus. Michel Destot ne voulait plus entendre parler des écologistes et réciproquement. Là, il faut voir que Jérôme Safar et Éric Piolle sont tous les deux à la région, Rhône-Alpes. Donc ils peuvent travailler ensemble. Ils gèrent ensemble la région. Ils travaillent déjà actuellement ensemble à la région et ça se passe plus ou moins bien, mais ça se passe. Donc il n'est pas exclu qu'ils puissent se rassembler. Voilà. Pourquoi pas ce rassemblement? Et par contre, effectivement, ce qui sera décisif pour la droite, pour son poids, c'est la présence ou non du Front National au second tour. Et notamment, effectivement, parce qu'une quadrangulaire rendrait évidemment très très compliquée la tâche de la droite, puisque historiquement et de toute façon, il y a un électorat de droite faible à Grenoble. Ce sera difficile. En tout cas, donc Villa Suspense, on verra ça donc bientôt dans 5 semaines. On passe à la seconde partie de notre émission. On l'a déjà un tout petit peu abordé. Avec notre dossier du jour, on va s'intéresser notamment à la sécurité, mais peut-être plutôt sous l'angle de la vidéoprotection. Hein, on a pensé que c'était intéressant de parler de ce sujet parce qu'effectivement, il y a encore un certain nombre d'années, ça provoquait des différences, des clivages, de la polémique, parce qu'il y avait vraiment des gens résolument contre ou d'autres très, très, très pour. Et donc, on va regarder ça. Il y aurait aujourd'hui 40 000 caméras. Vous nous direz, Hervé, si c'est exact encore sur la vie publique en France. Est-ce que c'est un débat, en tout cas, dans cette campagne électorale? Explication et rappel avec Simon Barbary et Stéphane Alla-Hanse. Vidéosurveillance ou vidéoprotection, la mise en place de caméras dans l'espace public s'invite dans la campagne des municipales. À Paris, c'est sur leur nombre que débattaient il y a quelques semaines 2 candidates à la mairie. Je veux doubler aussi le nombre de caméras de vidéosurveillance parce qu'elles servent d'outils. Aujourd'hui, en surface, il n'y en a qu'un millier. Nous avons, parce qu'il faut donner les bons chiffres, 30 000 caméras sur l'ensemble du réseau qui inclut les caméras connectées à la préfecture de police, de la RATP et de la SNCF. Depuis la mise en place du plan vidéoprotection en 2011, près de 7000 interpellations ont été rendues possibles dans la capitale grâce aux caméras, avec en point d'orgue des affaires médiatiques comme celle de l'arrestation d'Abdelhakim Dekar, le tireur du journal Libération en décembre dernier. C'est à Nice qu'a vu le jour en 2010 le premier complexe de vidéoprotection en France. Le maire UMP, Christian Estrosi, avait d'ailleurs fait campagne sur la sécurité en 2008. Mais voilà, 6 ans plus tard, forte de ses 915 caméras, soit une pour 360 habitants, la ville reste pourtant très mal classée en matière d'atteinte aux biens et de violence à la personne. Alors qu'aucune étude scientifique n'a encore prouvé l'efficacité de la vidéo sur la délinquance, la maire socialiste de Lille, Martine Aubry, n'en fait pas, elle, un argument de campagne. Ça coûte trop cher et l'impact sur la délinquance, 1%, et sur le taux d'élucidation, 1,6% d'augmentation, pour un coût à 2 millions d'euros par an. Malgré une efficacité discutable, difficile pour les candidats aux municipales de faire totalement l'impasse sur la vidéosurveillance. En septembre dernier, un sondage publié par l'IFOP révélait que 83% des Français se disaient favorables à la mise en place de caméras. Alors, Hervé Joanneau, est-ce que c'est encore un débat, c'est l'installation de ces caméras? Est-ce que ça figure dans les programmes des candidats qui vont s'affronter En tout cas, c'est un enjeu électoral parce que sur le terrain... La sécurité est un enjeu. La sécurité est un enjeu, les caméras de vidéosurveillance, le déploiement de police municipale, on l'entend, on le voit partout aujourd'hui dans les villes. On se vante du bilan sécurité, de ce qu'a fait le maire, et puis on entend l'opposition, naturellement, qui conteste ces chiffres, ce qui en dit d'ailleurs peut-être parfois long sur l'interprétation qu'on peut faire des chiffres. Mais on a envie de se dire aujourd'hui, au fond, est-ce qu'il y a pas un peu un consensus finalement qui dépasse les critères politiques? On ne peut pas dire consensus. Je crois que c'est un outil qui s'est dépolitisé. C'est-à-dire que globalement à droite, dans les villes de droite, 100% des 60 plus grandes villes en France, 100% des villes de droite sont équipées aujourd'hui. À partir de quel seuil plus de 20 000, 30 000 habitants, voilà, à peu près, c'est cela. Ouais. Et en revanche, on n'a que
54%, je crois précisément. On a publié une carte sur le site de la Gazette et du Club là-dessus, et c'est quand même assez parlant. Hein. 54% des villes de gauche équipées. Alors, il faut préciser quand même. C'est peut-être un peu historique aussi, c'est qu'il y a peut-être un certain nombre de villes de gauche qui sont en train de rattraper un éventuel retard, non ? On a des villes qui rattrapent des retards et on voit des plans d'extension de caméras. Mais il faut préciser, c'est vrai qu'on a des grandes villes, je le disais tout à l'heure, Strasbourg, Lyon, par exemple, Montpellier, qui sont des villes de gauche qui ont déployé tout un dispositif de vidéosurveillance très important, plusieurs centaines de caméras dans ces villes-là. Il y a des maires de gauche qui assument totalement, c'est un peu ce qu'on se disait tout à l'heure, et puis d'autres qui le font mais n'osent pas trop le dire. On a entendu la maire de Lille, par exemple. C'est le cas également à Nantes, c'est le cas à Brest. Il n'y a pas de vidéosurveillance. On s'y refuse. Il y a quand même dans le fond un problème d'évaluation et un problème de coût. D'accord. Alors, moi, j'avais envie de vous demander. Alors, l'efficacité, on voyait que Martine Aubry, elle donnait des chiffres. Qu'est-ce qui est prouvé là-dessus ? Est-ce que c'est plus dissuasif qu'efficace ? On a quand même un premier problème, c'est qu'il n'y a aucune étude d'évaluation. Donc, il faut rester très modeste quand on parle de ça. Ce qu'on sait à grands traits, on le sait en regardant ce qui se passe à l'étranger. Hein. Ce qu'on sait à grands traits, c'est qu'en termes de dissuasion, ça a un effet très limité, la caméra. Le délinquant, il n'est pas idiot. Il voit une caméra, il va commettre son délit, vous dites ça, moi, en préparant un peu cette émission, j'ai vu par exemple qu'à Paris, en 2 ans, il y a eu 7000 interpellations, paraît-il, compte tenu justement des caméras. Donc ça a un effet quand même, non ? Oui, mais enfin 7000 à Paris, je pense qu'il faudrait remettre ça dans le contexte police, gendarme. Voilà, c'est aussi évidemment les couloirs de métro, par exemple. Donc effectivement, En termes de dissuasion, un effet limité. En revanche, ça a un impact relatif en termes d'aide à l'enquête. C'est vrai que les policiers, les gendarmes s'en servent. C'est l'exemple qui a été donné du tireur fou de Libération. C'est très clair. Ça a permis d'identifier une personne et un coupable. Mais quand on rentre dans un complexe, dans un centre de supervision urbain, comme on dit, c'est assez curieux de voir des opérateurs de vidéosurveillance qui traquent finalement surtout les problèmes de circulation, les petits problèmes du quotidien, le banc qui est cassé, le muret qui s'écroule, des petits problèmes où les policiers municipaux ou les policiers nationaux peuvent intervenir. Mais ce n'est pas uniquement pour la délinquance, c'est contre la délinquance. Simplement pour la délinquance. Ève Ligné, dans la région que vous couvrez avec votre journal, le Dauphiné Libéré, il y a des grosses différences dans les approches pour cette vidéosurveillance ? Oui, effectivement, à Grenoble, ça a été longtemps un sujet tabou. On se souvient des conseils municipaux où les Verts et les EPS se tiraient dessus à ce sujet. À Grenoble, finalement, l'expérimentation a été menée lors du dernier mandat, mais on n'en est qu'à 80 caméras, ce qui est vraiment peu. 80 caméras pour 160 000 habitants. Voilà, avec principalement 20 caméras sur des lieux de délinquance ciblés. Et 80 caméras, c'est beaucoup moins que certaines villes de notre agglomération, des villes communistes en plus. Oui, par exemple, vous avez quelques villes à l'esprit Je pense que Échirolles, Saint-Martin-d'Air, Fontaine. C'est en ça que c'est pas forcément un sujet politique pour rejoindre ce que disait Hervé. En tout cas, c'est pas forcément... ça dépasse chez nous, il y a plus de caméras de vidéosurveillance dans l'agglomération grenobloise, dans ce qu'on appelle certaines communes de la ceinture rouge, qui sont des villes communistes, où là, on a mis de l'argent et des moyens sur ça. Alors, évidemment, Échirolles, par exemple, c'est aussi une ville dont on a malheureusement parlé pour des faits divers tragiques et des questions de sécurité aussi. Mais je pense qu'effectivement, c'est dépassionné, à l'exception, encore une fois chez nous, de tout ce qui est cette mouvance réseau citoyen, écologiste, voilà, une culture un petit peu peut-être héritée d'un certain esprit 68 arts et la gauche un peu révolutionnaire des années 60-70, quoi. On avait notre mouvance un peu anarchiste de Grenoble qui distribuait des cartes de la ville avec les emplacements des caméras afin d'inciter la population à les démonter. Ah oui. Alors, en général, la population aujourd'hui, elle est demandeuse Alors, les sondages d'opinion sont clairs. Aujourd'hui, 75% de la population à peu près, c'est entré dans les mœurs. La vidéo est entrée dans les mœurs aujourd'hui et c'est un argument fort d'ailleurs pour les maires qui veulent équiper leur ville. Ça permet de faire passer la pilule du coût parce que ça coûte très cher la vidéo. Oui, alors je lisais ça. 10 000 € pour installer une caméra, c'est ça ? Au minimum. On a des villes qui font à 10 000 €, 20 000 €. C'est considérable, surtout pas en période de crise. Est-ce que c'est pas facile ? Et puis le coût de la vidéosurveillance, c'est pas simplement le prix d'une caméra. Donc 10, 15, 20 000 € le prix d'une caméra. La maintenance. Toute l'ingénierie autour. Vous savez, les études, les cabinets de conseil, ça coûte cher, ça, pour une ville. Il y a la maintenance après, ce qu'on appelle les dépenses de fonctionnement dans un budget municipal. Et puis les opérateurs. Il y a une masse salariale. Il y a des opérateurs de vidéosurveillance. Donc vous voulez dire que en fait, la vidéosurveillance crée les emplois ? On pourrait, c'est un angle d'interprétation. Voilà. Mais alors, la vidéosurveillance,
ça dépend, j'imagine, des communes. Ça dépend exclusivement des maires. Justement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Il y a celles installées par les pouvoirs publics, par les élus, et puis il y a les commerçants eux-mêmes qui s'équipent, parfois aidés justement par des fonds de soutien mis en place. À Grenoble, il y a notamment des dispositifs pour aider les commerçants à s'équiper en vidéosurveillance avec eh bien de 30 à 40% du prix qui peut être pris à la charge par des fonds d'aide. Donc ça aussi c'est important. Et on voit bien qu'il y a deux systèmes. Il y a les officiels, enfin les caméras publiques et alors, Hervé, les pour qu'on comprenne bien, un policier municipal qui regarde son écran, qu'est-ce qu'il peut faire de ces images lui-même? Alors très concrètement, il observe, il visionne, il exploite et en cas de délit devant lui, il transmet au policier national ou aux gendarmes selon sa région. Donc ça, c'est les mêmes procédures partout? Les mêmes procédures en général partout. Il y a un raccordement parce que la vidéo est en général implantée dans la mairie ou dans un bâtiment de la mairie. Et puis il transmet après aux forces de sécurité qui interviennent. Bon, enfin, les policiers municipaux peuvent intervenir quand il y a un problème de circulation ou quand il y a un problème de voirie quelconque, ça peut intervenir. Sur les chiffres quand même, je reviens, pour être très clair, 1 million de caméras en France en tout, mais alors ça englobe tout, les caméras privées, les caméras dans les commerces, et on a donc à peu près aujourd'hui, je crois, 40 000 caméras de voie publique, à proprement parler, donc celles qui visionnent la voie publique. Et là, il y a une augmentation très très nette. Il y a une accélération et une incitation très forte qui a été donnée par le gouvernement il y a quelques années de ça. Précisément, Michel Alliot-Marie a lancé un plan d'équipement très fort avec des aides pour installer cela. Aujourd'hui, la phase d'équipement, elle est un petit peu derrière. Ça continue à augmenter, mais un petit peu moins quand même. Est-ce que, sur un peu plus généralement, un peu plus largement, sur les problèmes de sécurité, est-ce qu'il y a encore, je dirais, de vraies différences dans les promesses des différents candidats, notamment dans les grandes villes ? Non, parce qu'aujourd'hui, on parle, dans les mairies, on parle de police municipale, et c'est vrai que les polices municipales ont connu un essor formidable. La vidéosurveillance est un Alors que c'était un débat autrefois. Alors que c'était un débat. Voilà. Le débat aujourd'hui peut se cristalliser sur l'armement. Est-ce qu'on arme ou pas les policiers municipaux? On a ce débat-là, on l'a eu à Grenoble, on l'a dans beaucoup de villes. Et ça, c'est des débats plus idéologiques, c'est un petit peu ce que vous laissiez entendre, que pratiques encore C'est-à-dire que pour beaucoup de maires, et notamment des maires de gauche, et tout précisément peut-être des maires en effet verts ou communistes, la sécurité, c'est l'affaire de l'État, c'est pas l'affaire de la mairie, c'est pas l'affaire du maire. Très bien, merci en tout cas à tous de tous vos témoignages, c'était très intéressant. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. N'oubliez pas de commenter ce numéro avec le hashtag le CDM. Sachez que vous pourrez aussi voir ou revoir cette émission sur notre site publicsénat.fr. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à réaliser ce numéro, notamment merci à Laurane Elkabach, Fanny Arnoux-Olia et Sacha Robin, sans oublier notre réalisateur préféré Philippe Dessony. Très bonne soirée à vous. Je pense que les politiques qui commencent leurs interviews en disant non, j'ai aucune ambition et je suis super gentil, je viens